Chapitre 6 où le fantôme reparaît. Tandis que ces événements se déroulaient chez Chandcock, un taxi s'arrêtait devant l'hôtel de Mademoiselle Desroches. Une femme en descendait, en grand deuil. Ses cheveux non coupés et même abondants s'échappaient en cascades d'or sous son chapeau de crêpe, autour duquel flottait un long voile de deuil. Elle n'avait rien d'artiste, de moderne, ni même de parisien. Elle paya le chauffeur. Sans doute dut-elle lui donner un bon pourboire, car il mit aussitôt pied à terre, et après avoir aidé la voyageuse à descendre de voiture, il déposa sur le trottoir, devant la porte, une valise. Et tout en tenant à la main une couverture soigneusement roulée dans un porte-manteau en cuir jaune, il attendit que la visiteuse eût sonné et qu'on lui eût ouvert pour regagner son siège. Pendant ce temps, dans le grand salon, Maurice de Thouars, qui portait sur son visage les marques d'un profond chagrin, racontait au baron et à la baronne Papillon, figé en une attitude de consternation savamment étudiée, les derniers moments de Simone. Monsieur de Thouars expliquait. Jusqu'à la minute suprême, notre pauvre ami a cru revoir ce maudit fantôme. La baronne eut un sursaut d'effroi. Quant à son mari, il crut devoir accentuer encore sa mine apitoyée, et il se préparait à entamer une panégyrique émue de la morte lorsque le valet de chambre apparut annonçant « Madame Mauroy vient d'arriver ». Monsieur de Thouars se leva en disant « C'est la sœur de Simone. » « Mademoiselle Desroches avait donc une sœur » s'exclamait la baronne. « Oui, mariée en province, elle ne se voyait que très peu. »« Nous allons nous retirer, » déclarait monsieur Papillon. « Restez là, au contraire, » déclarait monsieur de Thouars. « Madame Mauroy, j'en suis sûre, sera très heureuse de faire votre connaissance. » Il gagna l'antichambre où madame Mauroy attendait, et tout en s'inclinant devant elle avec un profond respect, il fit « Comte Maurice de Thouars. » La dame en noir répondit à son salut avec beaucoup de dignité. Son interlocuteur précisait « Mademoiselle, votre sœur voulait bien m'honorer de son amitié. » En se tournant vers Juliette et le valet de chambre qui, près de la valise et du porte-manteau, attendait les ordres, il reprit. « Montez les bagages dans la chambre que mademoiselle Bergen a fait préparer pour madame Mauroy. » Puis, avec beaucoup de déférence, il invita celle-ci à entrer au salon. À sa vue, les papillons se levèrent, accentuant leur tristesse de commande. Maurice de Thouars présentait. Baron et baronne Papillon, de bons et de vieux amis de mademoiselle Desroches. Madame Papillon s'avançait avec empressement vers la nouvelle venue, affirmant d'une voix pleurarde. « Croyez, madame, que mon mari et moi, nous prenons une part bien vive à votre douleur. » Madame Mauroy, en proie à une peine qu'elle ne parvenait que difficilement à contenir, remercia le couple d'un geste ému. Puis, s'adressant à Maurice de Thouars, elle dit « J'ai reçu votre télégramme. » Un sanglot lui coupa la parole. Monsieur de Thouars lui la fit asseoir sur un canapé, et les yeux remplis de larmes, elle reprit avec effort. « Cette pauvre Simone, nous ne nous étions pas revus depuis longtemps. Nous n'avions ni les mêmes idées, ni la même façon de vivre. Mais je lui avais gardé une profonde affection. Elle me parlait souvent de vous. Je voudrais la revoir, déclarait madame Mauroy. Monsieur de Thouars expliquait. Elle repose dans son atelier ainsi qu'elle l'a voulu. Je vais vous y conduire. Le comte offrit son bras à madame Mauroy. La baronne implorait. « Est-ce que vous nous permettez à nous aussi ?» Monsieur de Thouars fit un geste affirmatif, et tous les quatre, ils se dirigèrent vers l'atelier. Lorsqu'ils s'y présentèrent, mademoiselle Bergen était aux prières auprès de Simone. Aussitôt, il se leva et s'enfuit vers madame Mauroy, dont elle étreignit la main, puis, tandis que les trois autres personnages demeuraient discrètement à l'écart, elle l'emmena près du divan. Madame Mauroy contempla douloureusement sa sœur. « Elle n'est guère changée, » murmura-t-elle. Elle s'approcha de la morte et appuya ses lèvres contre son front, puis, s'agenouillant, elle se mit à prier. « Partons » fit à voix basse madame Papillon à son mari. « Ce spectacle me fait trop mal. » Maurice de Thouars les reconduisit jusqu'à la porte d'entrée, et après avoir subi une dernière fois leurs protestations d'amitié et leurs compliments de condoléances,
Il regagna le salon et appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Juliette apparut. Maurice de Thouars lui demanda « Vous avez monté les bagages ?»« Oui, monsieur le comte, mais je n'ai pas vu ouvrir la valise, car madame Mauroy a conservé sa clé. »« Bien, je vous remercie. » Madame Mauroy reparut, s'appuyant au bras de mademoiselle Bergen. Elle était toute en larmes. « Voulez-vous, proposait la dame de compagnie, que je vous accompagne jusqu'à votre chambre ? » « Oui, je veux bien. » Maurice de Thouars s'avançait, déclarant en lui désignant Juliette « Voici la femme de chambre de Simone. » Mademoiselle Bergen s'empressait d'ajouter « Une excellente fille, très dévouée, en qui, je suis sûre, aura très grand soin de vous. »« Je suis brisée, » déclarait madame Mauroy. « Eh bien, venez, invitait la Scandinave, vous allez prendre un peu de repos. »« Et moi, » déclarait monsieur de Thouars, « je vais veiller notre ami. » Quelques heures après, dans le grand salon de l'hôtel d'Auteuil, Elsa Bergen tenait compagnie à madame Mauroy, à laquelle, tandis que Juliette leur servait du thé, elle racontait les derniers moments de sa sœur, lorsque le valet de chambre apparut annonçant « Monsieur le directeur de la police judiciaire est là. » La Scandinave se leva un peu surprise, tandis que madame Mauroy lui demandait « Que vient-il faire ici ?»« Je l'ignore. Il me semble difficile de les conduire. Toutefois, si vous désirez ne pas le voir, je puis le faire entrer dans une autre pièce. »« Non, » refusait madame Mauroy. « Je préfère être là. Maintenant que vous m'avez réconforté de vos consolations si affectueuses, je me sens assez courageuse pour affronter toutes les épreuves. » La demoiselle de compagnie donna l'ordre à Dominique d'introduire monsieur Ferval. Celui-ci, après avoir salué Elsa Bergen, dirigea son regard vers madame Mauroy, qui, accablée par sa profonde douleur, était restée assise. La Scandinave murmurait à l'oreille du haut fonctionnaire. « C'est la sœur de mademoiselle Desroches. Elle a beaucoup de chagrin. » Monsieur Ferval s'inclina respectueusement devant madame Mauroy, qui lui répondit d'un léger signe de tête, puis s'adressant à la demoiselle de compagnie, il fit d'un air grave. « Je suis chargé d'une mission très pénible. » Elsa Bergen le considéra avec étonnement. Quant à madame Mauroy, elle semblait se désintéresser entièrement de ce qui se passait autour d'elle. Le directeur reprenait. Bien que le médecin de l'état civil ait déclaré naturel le décès de mademoiselle Simone Desroches, certains faits assez troublants, dont nous venons seulement d'avoir connaissance, nous ont donné à penser qu'il était au contraire des plus suspects. « Monsieur, que me dites-vous là ?» s'étonnait la Scandinave avec émotion. « Je vous assure au contraire que notre pauvre ami a succombé à une affection cardiaque. Ce n'est pas l'avis de monsieur le juge d'instruction. Et peut-on savoir au moins sur quoi ce magistrat base sa conviction ? Je regrette de ne pouvoir vous répondre, l'instruction jusqu'à nouvel ordre doit se poursuivre dans le plus grand mystère. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le parquet a donné l'ordre de surseoir à l'inhumation afin qu'il soit procédé à un examen médical, c'est-à-dire une autopsie, qui doit avoir lieu dans le plus bref délai. » À ces mots, madame Mauroy se redressa tout à coup, et le visage hagard, elle s'écria. « Ma sœur, ma pauvre sœur! Oh non! Non, pas cela! Pas cela !» Et avec beaucoup de déférence, le directeur de la police s'écriait. « Hélas, madame, la décision du parquet est formelle. » Madame Mauroy implorait. « Laissez-la moi encore cette nuit. » « C'est bien difficile. Je dirais même impossible. »« Monsieur, je vous en prie, je vous en supplie. Je viens de la voir, elle est encore si belle. Oui, laissez-la moi jusqu'à demain. » Très impressionné par ce désespoir qui se manifestait d'une façon si touchante, le haut fonctionnaire décidait. « C'est entendu, madame. Et je m'en voudrais d'ajouter encore à votre peine. Je vais prendre les mesures nécessaires pour que le médecin légiste n'intervienne que demain dans la matinée. »« Je vous remercie, monsieur, » fit madame Mauroy, qui se laissa tomber en sanglotant sur un canapé.
Après l'avoir salué, M. Ferval se retira, reconduit par Elsa Bergen, tandis que Madame Mauroy continuait à pleurer, la tête entre les mains. Vers 11 heures du soir, tout semblait dormir, dans la maison d'Auteuil. Aucune raie de lumière ne filtrait à travers les persiennes des fenêtres qui donnaient sur la rue, ni de celles qui s'ouvraient sur le jardin. Seule l'entrée du vestibule était faiblement éclairée. Depuis un long moment déjà, les domestiques, à l'exception de Juliette qui avait demandé qu'on lui permît de veiller une dernière fois sa maîtresse, avaient regagné leur chambre. Toute la vie de cette demeure, qui semblait déserte, presque abandonnée, s'était concentrée dans l'atelier autour de la morte. En effet, Madame Mauroy, Mademoiselle Bergen et Maurice de Thouars étaient réunis autour du divan sur lequel reposait toujours la dépouille mortelle de Simone parmi les fleurs renouvelées. Dans un coin de la vaste pièce, discrètement à l'écart, la femme de chambre priait. Découvrant sur le visage douloureux de Madame Mauroy quelques traces de fatigue, Mademoiselle Bergen lui dit « Vous devriez aller prendre un peu de repos. »« Laissez-moi encore auprès d'elle, » soupirait la sœur de Simone. « Il ne faut pas user de vos forces, » conseillait M. de Thouars. « D'autant plus, soulignait la dame de compagnie, que vous en aurez encore besoin. »« C'est vrai, » reconnaissa la jeune femme. Et tout à coup, elle éclata en sanglots et elle scanda. « Quand je pense que demain... C'est trop abominable. Dites, monsieur de Thouars, vous qui connaissez tant de monde à Paris, vous ne pourriez pas obtenir que l'on renonçât à cette chose affreuse? » « C'est malheureusement impossible. »« Ma sœur, ma pauvre Simone, » reprenait Madame Mauroy. Que je l'embrasse une dernière fois. Elle s'approcha de la morte, appuya ses lèvres contre son front, puis, s'emparant d'une des roses sous lesquelles elle disparaissait presque entièrement, elle la glissa dans son corsage en murmurant « Je ne croyais pas l'aimer autant. » Et se tournant vers la Scandinave, elle ajouta « Je la revois encore toute petite. J'étais pour elle comme une seconde maman. Elle avait 8 ans de moins que moi. Pourquoi faut-il que l'existence nous ait ainsi séparés? Et penser que c'est fini, que je ne la verrai plus jamais, jamais. » Elle chancela comme si elle était prête à s'évanouir. Avec une douce mais ferme autorité, Mademoiselle Bergen ordonnait. « Ne restez pas ici plus longtemps, vous allez vous rendre malade bien inutilement. Songez à votre mari, à vos enfants que vous avez laissés là-bas. »« Oui, vous avez raison. » approuvait Madame Mauroy un peu calmée. Monsieur de Thouars proposait. « Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre chambre. » Madame Mauroy s'empara du bras qu'il lui offrait. Juliette s'avançait et proposa. « Si madame a besoin de mes services ?»« Mais oui, allez ma fille, » appuyait Mademoiselle Bergen. « Je vais rester auprès de notre amie. Tout à l'heure, vous viendrez me rejoindre. » Madame Mauroy eut un dernier regard vers sa sœur. D'une main, elle lui adressa un long baiser, celui d'un suprême adieu, puis elle sortit dans le jardin avec M. de Thouars. Juliette courut vite dans le vestibule, gravit l'escalier, gagna le palier du premier étage, ouvrit la porte de la chambre qui avait été réservée à Madame Mauroy et donna l'électricité. Bientôt Madame Mauroy et M. de Thouars apparaissaient sur le seuil. « Monsieur, » fit la sœur de Mademoiselle Desroches, « je ne saurais vous dire à quel point je suis touchée des attentions dont vous m'entourez, Mademoiselle Bergen et vous. N'est-ce pas tout naturel? Croyez bien que je ne l'oublierai pas. » Monsieur de Thouars effleura d'un baiser respectueux la main que lui tendait la jeune femme, puis fit quelques pas dans la chambre. « Madame veut-elle que je l'aide à se déshabiller ?» proposa Juliette. « Non, merci, ma fille. Retournez auprès de ma pauvre sœur. » La femme obéit et quitta la chambre. En traversant le vestibule, elle croisa Monsieur de Thouars qui lui dit « Vous préviendrez Mademoiselle Bergen que je suis toujours là et que dès qu'elle se sentira fatiguée, j'irai la remplacer. »« Mais, monsieur le comte, » observait Juliette, « je resterai bien toute seule ?»« La mort ne vous effraie donc pas ?»« Non, monsieur le comte. Et puis, comme disait si bien le bon vieux curé de mon pays, on n'est jamais seul avec les défunts, il y a toujours leur âme. » « Eh bien, allez, je vais prendre un peu de repos. D'ailleurs, je ne tarderai pas à vous rejoindre. » Monsieur de Thouars pénétra dans le grand salon et s'installa dans un fauteuil. Une grande expression de douleur et de lassitude contractait son masque, auquel il s'efforçait habituellement de donner une expression d'impassibilité qu'il jugeait de bon ton.
Sans doute avait-il aimé vraiment Simone, et Bellâtre, qui avait fait pleurer tant de beaux yeux, souffrait-il cruellement à son tour? Et tandis que Juliette gagnait l'atelier, visiblement brisé, il ferma les yeux, en l'espoir d'un sommeil qui lui ferait momentanément oublier sa détresse. Juliette, un instant, resta à la contempler, à travers la baie qui accédait au jardin. « Comme il l'aimait, se dit-elle, et combien il doit être malheureux !» Puis elle se dirigea vers l'atelier. Après avoir fait quelques pas, elle s'arrêta. Il lui avait semblé entendre comme un bruissement de feuilles assez prolongé, immédiatement suivi d'un silence absolu. Elle l'attendit un instant, l'oreille tendue, mais le silence continuait à planer au-dessus de l'obscurité environnante. Envahie d'une instinctive angoisse, elle hâta le pas et traversa presque en courant l'allée du jardin qui conduisait de la maison à l'atelier. Lorsqu'elle pénétra dans la vaste pièce dont les plafonniers, habilement et artistiquement disposés, semaient autour d'eux une vive et radieuse clarté, Elsa Bergen était toujours en train de recueillir quelques roses qui avaient glissé du divan sur le tapis. S'apercevant du trouble qui agitait la jeune femme, Mademoiselle Bergen lui demanda « Et qu'y a-t-il, Juliette? Est-ce que Madame Mauroy serait souffrante ?»« Non, mademoiselle, c'est... » Elle s'arrêta, comme si elle n'osait pas parler. « Mais voyons, parlez !» invitait la Scandinave. Juliette se décidait à dire « Mademoiselle, je viens d'entendre dans le jardin un drôle de bruit. »« Quoi donc ?»« On aurait dit que quelqu'un marchait dans le bosquet par où a disparu le fantôme. » Et toute pâle, elle ajouta « Et si c'était encore lui ?»« Allons, ma petite, reprenait la demoiselle de compagnie. Vous n'allez pas vous mettre de pareilles idées en tête. Le fantôme ne reparaîtra plus ici. D'abord, M. Shandcock nous l'a affirmé, et puis, que viendrait-il y faire ?» Elsa Bergen avait à peine prononcé ces mots que, subitement, les plafonniers s'éteignirent et l'atelier ne se trouva plus éclairé que par la lueur de bougies placées près de Simone. Les deux femmes eurent un sursaut puis se turent, immobiles, les yeux rivés sur une petite porte qui, placée au fond du hall et dissimulée par une tenture, s'ouvrait lentement d'abord puis brusquement. Un cri d'épouvante leur échappa. Le fantôme venait de se profiler sur le seuil. Tournant sur elle-même, la Scandinave s'évanouit. Folle de terreur d'une voix qui s'étranglait dans sa gorge, Juliette voulut appeler les secours. Elle n'en eut pas le temps. Bondissant vers elle, Belphégor lui asséna sur la nuque un coup de sa matraque terrible, et la malheureuse s'effondrait, assommée. Alors, le fantôme s'approcha du corps de Simone, le serra dans ses bras et disparut avec lui derrière la petite porte par laquelle il était entré. Juliette, qui n'avait pas entièrement perdu connaissance, voulut se relever, mais elle n'en eut pas la force, et se traînant sur les genoux jusqu'à la porte qui donnait sur le jardin, au prix d'un grand effort, elle parvint à l'entrebâiller, et d'une voix déchirante, elle lança dans la nuit par 3 fois ce cri. « Au secours! Au secours! Au secours !» Monsieur de Thouars, qui commençait à sommeiller, se redressa d'un bond, et s'élançant dans le jardin, il se précipita dans l'atelier. Alors, s'accrochant à lui, Juliette, folle de terreur, râla. « Le fantôme vient d'enlever mademoiselle !» Sidéré, Maurice de Thouars dirigea ses yeux vers le divan sur lequel on voyait encore, parmi les fleurs en désordre, la trace du corps que Belphégor venait d'enlever. Et se penchant vers la femme de chambre, il voulut l'interroger. Mais la brave fille, à bout de force, s'écroula sur le parquet tandis que Belphégor, emportant la morte, fuyait les ténèbres.